Hey, salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. On se retrouve pour la quatrième review de Cataclysme, troisième review de classe. Aujourd'hui, on va s'attarder sur trois classes qui sont chasseurs, mages et paladins. Qui sont trois classes qui m'intéressent en vrai, qui m'intéressent moins paladin que les deux autres, mais j'ai très hâte de pouvoir jouer ces trois classes. Euh, Aujourd'hui, je prends trois classes du coup parce que je voulais pas faire une vidéo uniquement sur une classe, ça aurait un peu été abusé. Donc on va faire trois classes, comme ça on va tout finir en deux vidéos, donc une qui sort aujourd'hui et une qui sortira demain. Si vous avez des avis, des choses à dire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je lirai tous vos avis, je répondrai à tous les commentaires. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui viennent sur Twitch, merci à tous ceux qui rejoignent le Discord, tout est en description. Et bah moi je vais pouvoir tout de suite partir dans la review en commençant par Chasseur avec le Colossal. Hein. Une fois n'est pas coutume, on commence par le Colossal. Magmagueule qui est une 2-12 pour 7 méca bêtes. Colossal plus 99. Vous allez comprendre. Pas en cri de guerre, mais invoque tous les appendices restants lorsqu'il y a de la place. En gros, vous avez 99 appendices potentiels, vous avez que 7 places on board. Et à chaque fois qu'un appendice va mourir, vous allez en invoquer un autre, tout simplement. Tant que Magmagueule est en vie. Donc, votre adversaire doit gérer Magmagueule. C'est pas facile de gérer Magmagueule, c'est une 2-12 pour 7. Faut faire attention à pas trop prendre la pression, cela dit. Parce qu'il faut pouvoir le poser et ça invoque des 2-1, parce que je vous l'ai pas dit, mais les corps de Magmagueule, c'est des 2-1. Mecha bête toujours, qui en râle d'agonie donne plus 2 d'attaque à un serviteur allié aléatoire. C'est des bêtes, donc ça peut marcher avec Dinomancie. Le truc c'est que ça donnera pas 4 d'attaque, du coup ça donnera 2 d'attaque quoi qu'il arrive. Mais ça marche avec Dinomancie, donc franchement pourquoi pas. Si on veut mettre vraiment du gros burst, Magmagueule peut attaquer aussi. Donc ouais, hein, vu que c'est un full board, en fait si votre adversaire ne tue pas Magmagueule, vous aurez forcément un full board sur le tour d'après. Donc Dinomancie rajoutera 14 dégâts d'office. Et vous avez déjà 14 dégâts sur le board, donc ça fera 28 dégâts. Et ça ira souvent tuer. Moi j'aime beaucoup Magmagueule. Je trouve que c'est une carte qui est très intéressante. Si on arrive à la cheat et on peut la mana cheat, ce sera encore plus fort. J'ai vu Tars sur le stream d'avant-première faire une combo avec Magmagueule et le nouveau sort, le nouveau secret du chasseur qui fait que si un serviteur allié meurt le tour où il est joué, il est réinvoqué. Et en fait, c'est super fort parce que quand vous jouez Magmagueule, il y a Magmagueule qui s'invoque et tous les appendices, mais les appendices, vous ne les avez pas joués, du coup, le secret ne trigger que sur Magmagueule. Et c'est super fort parce qu'en plus, ce secret, vous pouvez le setup. Vous avez juste à le setup un tour où vous ne jouez pas de créa, le tour d'avant par exemple, et le tour d'après, pas, vous faites avec Magmagueule. Donc franchement, ça vous fait une 2-12 qui réinvoque une 2-12 et votre adversaire est obligé de la gérer. Et s'il la gère pas, il se mange d'Inomancie et il perd la partie, quoi. Donc franchement, je trouve ça vraiment sympa. J'aime beaucoup ce que Magmagueule peut faire. J'ai peur que ce soit un peu toxique. Mais ouais, parce que ça donne accès à plein de trades. Le seul truc, voilà, c'est faut pas prendre trop de pression. Mais il suffit que vous jouiez Dinomancie en x1 dans votre deck pour que votre adversaire se dise je ne peux pas laisser Magmagueule en vie, ou alors je ne peux pas le gérer quoi qu'il arrive parce qu'il y a un secret qui est sur le board, donc je suis obligé d'aller face et de prier que mon adversaire n'ait pas Dinomancie. Auquel cas, ça fait un style de jeu un petit peu toxique. Hein. Le côté je dois prier pour qu'il ait pas sa win condition parce que dans tous les cas je peux pas le gérer, c'est un petit peu toxique. Il faut faire attention à ça, mais sinon je pense pas que ce soit trop fort hein, non plus. Je pense juste que c'est agréable à jouer et que ce sera pas mauvais, qu'on arrivera à en faire des choses dans certains decks. J'aime bien la carte. Ensuite, on va passer sur un package un peu tempo, le package dont je parle dans chacune de mes vidéos review. Hein. En fait, j'analyse tout autour de la tempo que peut mettre Chasseur, parce que Chasseur a reçu d'énormes cartes de tempo et de la tempo très puissante. Donc on va commencer avec le mobilisateur de renfort, c'est une 2-2 pour 1 insaisissable. On le sait, dans l'histoire d'Hearthstone, les 2-2 pour 1, ça a toujours été très fort. Alors, il y en a une actuellement qui est une 2-2 pour 1 qui soigne 3 PV aux deux héros, qui n'est pas jouée, mais parce que c'est nul de soigner 3 PV à l'adversaire, avec une 2-2 pour 1. Parce que vous soignez les dégâts que vous mettez, quoi. Mais ouais, le mobilisateur de renfort, c'est une carte qui est vraiment pas mal. C'est insaisissable en plus, donc ça se fait pas gérer par des petits sorts. Non, franchement, 2-2 pour 1, la statline est insane. Et en plus, on a ce upside de l'insaisissable. Dans un deck tempo, c'est auto-include, j'imagine. Le seul bémol, c'est que ça n'a pas de type.
Donc ouais, en chasseur, on aime bien avoir des types quand même. Mais non, sinon la carte est très forte. Je pense qu'elle sera jouée dans tous les decks, sauf si on a vraiment besoin d'avoir une masse critique de dragon, parce qu'on n'en a pas suffisamment. Et dans ce cas, on jouera peut-être le petit dragon à 1 neutre. Et ça, en réalité, on jouera les deux, hein, je pense. Mais à voir. Moi, je pense que la carte sera jouée, évidemment. En deuxième, on a, je pense, la meilleure carte de tempo du jeu, en fait, à l'heure où cette extension va sortir. La frappeuse des serres rocheuses, qui est une 3-3 pour 3 provocation, qui a comme effet que quand vous jouez un dragon alors que vous avez cette carte en main, elle se transforme en 6-6 dragon provocation. Donc, vous jouez un dragon, et ça c'est une 6-6 pour 3 provocation, qui est elle-même un dragon, donc qui activera les autres synergies dragons qu'on verra par la suite. Si vous avez... C'est pour ça que je parlais de masse critique de dragon et que je me disais peut-être qu'on pourra pas jouer le mobilisateur de renfort parce qu'on sera obligé de jouer full dragon en early curve justement pour la frappeuse des serres rocheuses, pardon. Donc en fait, c'est fou de se dire que peut-être qu'on n'aura pas envie de jouer une 2-2 pour 1 insaisissable uniquement parce que le drop 3 est trop puissant et qu'on est obligé de l'activer. Parce que en 3-3 pour 3 provocations, c'est pas fort. On a aujourd'hui une 3-3 pour 3 provocation dans le jeu qui est le bagagiste. Et le bagagiste, on le duplique. Donc c'est pour ça que c'est fort. Juste en 3-3 pour 3, c'est pas très fort. Mais voilà, en fait, cette carte est monstrueuse. Bon, j'ai pas l'artwork de la dragon, mais c'est juste une 6-6 dragon provocation. Pour 3, c'est monstrueux. C'est super dur à gérer. Ça claire tout. C'est pour ça que dans chacune de mes vidéos avant, je disais ah, c'est bien, il est bien ce tour 3. Le problème, c'est que s'il y a une 6-6 en face, il sert à rien. Et c'est souvent ça qu'on va se dire en fait. C'est vraiment super fort. Je continue de parler le package et après je parlerai quand même de ses défauts parce qu'il y en a. Mais je vais continuer de parler du package. On a en T6 du coup l'éclaireur écaille d'ébène. C'est une 4-4 pour 6 qui en cri de guerre inflige des dégâts d'un montant égal à l'attaque de ce serviteur. Et vous le voyez venir. Quand vous jouez un dragon alors que vous avez cette carte en main, la transforme en dragon 8-8. En gros, de base, c'est une 4-4 pour 6 qui inflige 4. Donc c'est acceptable parfois. Ça va prendre une petite gestion, ça met un petit board. Parfois, ça peut aller juste burst la tête. Si vous jouez un dragon avec cette carte en main, ça devient une 8-8 pour 6 qui inflige 8. C'est extrêmement fort. Ça marche bien avec ça parce que vous pouvez jouer lui, vu qu'elle deviendra un dragon, ça va corrompre entre guillemets, ça va transformer l'éclaireur écaille d'ébène. C'est vrai, le package est monstrueux. Infliger 8 points de dégâts et avoir une 8-8, c'est super fort. Aujourd'hui, on a une Wyrm qui, pour 1 mana de moins, inflige 5 et invoque une 6-6. C'est actuellement la meilleure carte de Guerrier Dragon avec le Glissdrake. Donc là, on sort l'éclaireur écaille d'ébène qui inflige plus de dégâts, qui met un plus gros board. Donc ok, ça coûte 1 de plus. Mais bordel, quoi, la Reach, la Reach de malade, ça inflige 3 dégâts de plus, quoi. C'est quand même vraiment pas anecdotique. Plus 60% de dégâts. Et ça vous met un gros board, c'est un dragon en plus, donc ça active les synergies dragon. Il y a une autre synergie dragon qu'on verra par la suite, mais franchement, le burst est phénoménal, quoi. En fait, l'archétype en tant que tel, le package en tant que tel est assez phénoménal. En dernière carte de ce package, on a Ébician, qui est une 6-6 pour 7. Cri de guerre, vos dragons ont rué pendant cette partie. Et encore une fois, vous le voyez venir, ça a le même effet. Quand vous avez cette carte en main, jouez un dragon pour le transformer en dragon 12-12. Donc Ébician est pour le moment une 6-6 pour 7 qui va buffer vos dragons pendant la game. Et il deviendra une 12-12 pour 7 ruée qui buffera vos dragons pendant la game. Ça ce sera un dragon, du coup ça ce sera un dragon. Donc même si vous les avez pas dans l'ordre, en fait, ça aura toujours de l'intérêt. Une 8-8, là vous aurez une 8-8 rush pour 6 qui inflige 8, donc ce sera fort, hein, même après Ébician. C'est pas mal. Le seul problème qu'on se pose avec cette carte, c'est est-ce que vous aurez le temps de la jouer? Est-ce que ça suffira pas à tuer votre adversaire? C'est la question qu'on se pose, mais non, Ébician, c'est fort aussi. Dans un package dragon, vos dragons auront rush. Avoir rush, c'est toujours bien. Avoir rush après le T7, c'est forcément un peu moins bien, parce que rush, ça permet de gagner le board, et je pense qu'après le T7, le board, il est différent, disons. Vous aurez du mal à jouer vos petits dragons, sachant que vous serez obligé de jouer quand même une très basse curve dans ce deck pour activer eux en fait, hein. Vous serez obligé de les activer avec des dragons qui coûtent pas cher. Est-ce que buffer vos dragons, ça servira vraiment autrement que juste pour Ébician lui-même et l'éclaireur écaille d'ébène et éventuellement la frappeuse si vous en reste dans le deck? Je sais pas. Honnêtement, je pense pas que la carte soit
un must. Peut-être que dans le deck, on jouera genre une top curve. Si on veut jouer Elise par exemple, une top curve Ebician, Drake Ronceux, des trucs comme ça. Mais en l'état, je pense que c'est la moins bonne carte du package. Est-ce que j'aime bien ce package? Oui. Il a deux inconvénients majeurs. La première, c'est qu'on est obligé de jouer une basse curve en dragon très importante. Et Dieu sait qu'il n'y a pas que des bons dragons qui coûtent pas cher. Il y en a des bons, hein, mais voilà, par exemple Colporteur, pardon, c'est pas très fort Colporteur, et on sera, je pense, obligé de jouer Colporteur. On a un nouveau dragon à 1 qui est 1-2. En fait, c'est des petits trucs qui mettent pas des masses de tempo, mais qui permettent de transformer la frappeuse. Donc, et la frappeuse rattrapera la tempo, en fait. Alors que, tu vois, on préférait jouer une 2-2 insaisissable qu'une 1-2, mais je pense qu'on sera quand même obligé de jouer la 1-2 au-dessus de la 2-2 insaisissable, justement pour activer cette dame. Mais ouais, c'est le seul problème. Le premier problème, voilà, c'est le deck building, parce qu'on sait qu'aujourd'hui en dragon, on a quand même pas mal de mauvais dragons. Et c'est ça le problème de Guerrier Dragon en fait. Guerrier Dragon comporte des cartes insane qui ont un power level excellent, exceptionnel, mais aussi pas mal de cartes qui sont très nulles. Et le fait d'avoir pas mal de cartes qui sont très nulles, bah, c'est ça qui affaiblit en grande majorité le deck. Et c'est ça qui fait que le deck aujourd'hui n'est pas un top tier. Est-ce que Chasseur aura le même problème, sachant que déjà on voit quand même 3 très bonnes cartes de deck tempo. Enfin du coup 6 que vous mettrez dans votre deck. Donc déjà ça augmente la quantité de bonnes cartes. Mais voilà, le problème déjà c'est l'archétype dragon qui comportera pas mal de mauvaises cartes. Deuxième problème, c'est que c'est des cartes qui sont très très sensibles au top deck. Vous top deckez ça, c'est pas forcément facile de l'activer. Encore une fois, raison de plus pour jouer une curve de dragon très basse. Mais voilà, si vous la piochez sur 3, bah vous pourrez pas la jouer sur 3 quoi. Si vous voulez la jouer sur 3, vous devez l'avoir en main de départ ou la piocher sur 1 ou 2. Vous ne pouvez pas la piocher sur 3. Pareil pour lui, vous pouvez pas le piocher sur 6. Pour un deck qui met de la pression, pour un deck aggro tempo, le fait de perdre le top deck entre guillemets, parce qu'en réalité c'est ça, hein, vous perdez le top deck, c'est quand même très très dommage. Après lui voilà, comme je l'ai dit, il peut être joué sans la transformation, ça inflige quand même 4. Donc parfois ce sera ok si votre adversaire a pas de board de mettre une 4-4 qui inflige 4. Mais voilà, c'est un peu le deuxième point noir un peu du deck. Après voilà, je pense pas qu'on manquera nécessairement de ressources, mais voilà, Chasseur c'est pas forcément une classe qui pioche énormément, surtout maintenant qu'on a plus Naël. On a toujours des tracking, on a plus Observation des oiseaux, donc voilà, on a une carte de pioche, on va le voir par la suite, mais je pense qu'elle est absolument injouable, surtout dans cet archétype. On a ce petit truc un peu compliqué du... est-ce qu'on va pouvoir les jouer? Est-ce que si on n'a pas la curve parfaite, on va pas juste avoir une curve de merde et devoir jouer une 3-3 provocation et devoir jouer une 4-4 qui inflige 4, je sais pas. Surtout que eux, s'ils sont pas eux-mêmes des dragons, enfin si vous jouez pas un dragon, eux ils deviennent pas des dragons, hein, donc vous pouvez pas vous dire bon bah tant pis, je fais une frappeuse 3-3, mais derrière j'ai quand même l'éclaireur, non il vous faut un autre dragon. À voir, franchement, je pense que ça peut être très fort, mais il va falloir le build bien, il va falloir je pense avoir un peu de réussite, ça va être un deck de sortie, hein, un deck de tempo de sortie. Donc voilà. Rugissement terrestre fait passer les PV d'un serviteur adverse à 1. Si vous avez un dragon en main, vous en choisissez un autre. Donc c'est une marque du chasseur, c'est 2 marques du chasseur en fait si vous avez un dragon en main. On le voit bien se mettre dans ce petit archétype où vous avez déjà des dragons. Ça peut être bien, sachant que comme je l'ai dit avant, c'est un archétype qui aura une curve de dragon très basse. Donc ça peut être bien, étant donné que vous allez avoir beaucoup de petites créas, de réduire les PV de créa adverse à 1. Ça peut être ce qui manque à votre deck. Parce que si on part sur un deck avec beaucoup de petites créas et quelques très grosses créas, comme on les a vu juste avant, et ben en fait, le rugissement terrestre, c'est vraiment une carte qui rentre très très bien dans le deck. Je pense que la carte est vraiment super forte. Ça combo très bien en plus avec Proie blessée qui a un autre sort à 1. Ça combo avec pas mal de petits trucs, même avec Tir des Arcanes, ça peut être ok. Donc non, franchement, j'aime beaucoup cette carte. Je pense qu'elle sera jouée en x2 dans ce deck, justement. Un deck un peu de tempo, et j'aime beaucoup. Et ça cible que les serviteurs adverses, donc on va le voir, ça a son importance pour une carte après. Mais franchement, très bon petit sort, hein, j'aime beaucoup. Ravitaillement aérien, c'est ça la carte de scission qui pioche des serviteurs. Donc elle se scinde. C'est quoi la mécanique de scission? Parce que je ne l'ai pas encore expliqué à proprement parler. C'est en gros une carte qui, quand vous la piochez, va se scinder en 2 parties et les mettre à gauche et à droite de votre main. Si vous l'avez en main de départ, c'est la même, ça les met à gauche et à droite. Donc vous pourrez jamais tricher la scission. Il n'y a que voleur qui triche la scission, et on l'a vu dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier. Donc la scission, l'intérêt, pour moi le gros défaut des cartes de scission, et de toutes sans exception, un défaut qui est propre à la mécanique, c'est que pour pouvoir jouer une carte de scission, il faut que vous ayez une basse curve dans votre deck, il faut que vous ayez
la possibilité de jouer toutes les cartes de votre main. Vous ne pouvez pas avoir un gros ton dans votre main, une carte à 8, à 9, c'est impossible parce que vous activerez jamais votre scission. Hein, parce que ça marche comment? C'est vraiment quand vous piochez la carte, elle se scinde. Donc, si vous avez un T8 en main et qu'après vous piochez votre carte de scission, eh ben vous ne pourrez rejoindre votre carte de scission qu'après avoir joué le T8. Du coup, vous devrez la jouer sur le tour 9. Et honnêtement, pour une carte qui a un effet on-board, ça peut, allez, on peut se dire ok, mais là, pour ravitaillement aérien, c'est de la draw, quoi. Donc c'est bizarre. C'est bizarre. C'est pour ça que je la vois pas très bien jouer dans un deck qui joue un T6, quoi. Ça veut dire que si vous piochez le T6 avant, et ce T6 en plus, vous voudrez l'avoir en main, souvent je pense que ça se gardera au mulligan même, bah le ravitaillement c'est un peu fragile, quoi. Parce que, bon, alors, ça pioche 3 serviteurs et ça donne 2-2 aux serviteurs de votre main. Du coup, quand vous la piochez, vous allez avoir à gauche piocher 3 serviteurs, à droite donne +2/+2 aux serviteurs de votre main. Donc c'est ok, c'est ok en vrai comme effet, bon ça coûte 4. Les cartes qui coûtent 4 avec un upside et qui piochent 3, on en connaît une dans le jeu en ce moment qui est un petit peu broken. Bon après c'est en rogue, donc forcément en rogue vous avez accès à prep. Mais ouais, c'est piocher 3 avec un upside. Le +2/+2 au serviteur de votre main est clairement négligeable, donc parfois vous pourrez juste piocher 3 serviteurs. Est-ce que c'est un peu lent? Oui. Est-ce que ça peut se jouer en x1? Peut-être. Est-ce qu'on le jouera en x1 juste pour avoir la draw? Ça va dépendre si vraiment on a un besoin désespéré de draw. Et c'est possible en vrai qu'on ait très besoin de draw. Parce que, comme je l'ai dit, on perd Observation des oiseaux, donc, qui était une bonne carte quand même en chasseur. Je sais pas. Cette carte me paraît un petit peu douteuse quand même. Et je pense que dans une logique de tempo, c'est quand même un peu lent. Mais à voir. Moi, je mettrais pas cette carte dans le deck. Là, en la regardant, je la mettrais pas dans le deck. Peut-être en x1, mais même ça, j'y crois pas trop. Triomphe de Sylvanas pour 2 mana. Inflige 3 points de dégâts. Si vous avez joué une autre copie de cette carte, cible chaque adversaire à la place. Donc, en gros, vous la lancez, vous mettez 3 dégâts à un adversaire que vous choisissez. Et si vous avez déjà fait un triomphe de Sylvanas, paf, ça balance sur tout le monde. Si vous avez déjà fait un triomphe de Sylvanas, la carte est broken. Évidemment, infliger 3 points de dégâts. Une AOE à 3 pour 2, c'est très fort. Le seul problème, c'est qu'il faut jouer 2 copies. On n'a plus accès à la découverte. On peut plus vraiment dupliquer des cartes. On n'a plus élève des marées. Donc c'est difficile de voir cette carte être jouable. Vu qu'on n'a plus trop de pioches aussi, c'est ça qui me fait pencher vers le fait que cette carte ne soit pas jouable. On a tracking, mais ouais, c'est dur, quoi. Il faut vraiment avoir les deux pour que ce soit fort. Un seul, c'est pas ouf quand même. Chasseur face, à la limite, pourrait en avoir besoin parce que au pire, c'est 3 dégâts pour 2, donc c'est bien. Au mieux, c'est 3 dégâts à tous les adversaires. Dans un chasseur face, c'est pas forcément nécessaire en plus parce que dans tous les cas, les dégâts, c'est plus important qu'ils aillent face que dans les créas. Donc je sais pas. En fait, en soi, la carte est très forte. Maintenant, il faut voir à quel point on sera capable d'aller chercher les 2 triomphes de Sylvanas dans la même partie. Et à quel point, au moment où on trouve le deuxième, l'adversaire a un board qui est sensible à ça, en fait. Parce que si on arrive à jouer les deux sur le tour 8 ou 9, qu'est-ce qui nous dit que l'adversaire, il sera toujours... il aura un board qui est sensible à ça, il n'aura pas un giga board avec des 8-8 qui sera ingérable, quoi. Donc je sais pas. J'aime bien la carte, je pense pas qu'elle soit jouable, du moins pour le moment, mais faut voir, c'est à tester évidemment. Confrontation des Tol'vir rejoue pour 3 mana, c'est un sort qui rejoue chaque carte coûtant 1 cristal que vous avez joué pendant cette partie en ciblant les adversaires si possible. C'est bien, c'est une bonne carte pour jouer des T1. Ça marche avec, comme on l'a dit plus tôt, ce petit rugissement terrestre qui cible 2 adversaires. En plus, ça cible les adversaires, donc c'est cool. J'aime bien, ouais, ça peut rejouer des petits T1. Si vous jouez un deck avec une très très basse curve, avec beaucoup de tour 1, tir des arcanes, proie blessée, des trucs comme ça, pourquoi pas. Après, voilà, c'est jamais phénoménal non plus. La carte est pas insane, c'est des T1. Vous ferez un board de T1. Si vous la jouez sur 3, vous aurez maximum 3 cartes. Donc, vous aurez 3 mana de T1. Donc, ce sera pas très fort. Et si vous la jouez plus tard dans la game, sur 5, sur 6, sur 5, sur 6, un board de T1, même si vous en avez 4, 5 sur le board, c'est pas super menaçant, quoi. Et même niveau burst, vous avez quoi? Vous avez tir des arcanes, et maintenant qu'on n'a plus les amulettes,
Vous avez tir des arcanes et proie blessée, donc c'est 2 dégâts et 1 dégât. En fait, ça fait des choses, c'est marrant, mais ça me paraît quand même un peu fragile hein, comme carte, honnêtement. En fait, ça me paraît faire pas suffisamment. Ça se met pas bien, en fait. Ça se met juste pas bien. Sur le tour 3, ce sera trop faible. Sur le tour 4, ce sera trop faible. Et à partir du tour 5, je pense que ça fera pas suffisamment de choses. Même si vous avez de la grosse value dessus, si vous avez réussi à jouer 6 tours 1 dans votre partie, ce qui encore une fois hein, est très difficile. Ça va jouer les trackings aussi, donc ça vous refill un peu. Donc pourquoi pas en fait avec les trackings et tout. Mais bon, ça me paraît être un peu quand même fragile. En fait, ça me paraît faire pas grand chose quoi. C'est juste ça que je me dis. Pour quelques tracking, un T1 ou deux T1 body et un sort, ça vous force à avoir un deck qui a une curve très très basse. Et ça, bah, ça marche en unface, hein, mais est-ce qu'en unface vous voudrez jouer ça quoi? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Moi, la carte m'enchante pas des masses. Elle me fait pas rêver. Et enfin, pour le chasseur, Sculptrice Tolvir. 3-2 pour 3, cri de guerre, choisissez une carte dans votre main au début de vos tours, réduit son coût de 1 cristal. C'est comme l'artiste aquarelliste, sauf que vous choisissez la carte. Et ça... Waouh. What the fuck. Qu'est-ce que c'est que cette carte de malade. Bah, on en avait parlé pour Magmagueule, hein, qui coûte 7. Vous jouez ça sur 3, vous pouvez jouer Magmagueule sur 5. Pour une 3-2 pour 3, donc certes, vous avez de la perte de tempo. Vous faites une 3-2 pour 3, vous avez une 2-12 qui a des 2-1 à l'infini pour 5. What the fuck. Mais qu'est-ce que c'est que cette carte de malade. Je suis assez surpris. Je trouve ça trop fort. Pour le moment, on n'a pas en hunt surtout des masses de gros tours qu'on a vraiment envie de cheat. Mais dans le futur, on trouvera forcément des trucs. Moi, je pense à Goldrin. Je me dis, il y a forcément un monde où on va faire ça sur 3. Goldrin va coûter 0 sur 8 ou 9. Enfin, non, il va coûter genre 3-4 sur 8 ou 9. Et on arrivera à faire une dinguerie avec Goldrin. Et on n'a pas de charge en ce moment, mais bon, en stickant une créa sur le board, on menacera à mort notre adversaire de lui mettre un gros Goldrin dans la bouche. Non, je sais pas, je trouve ça super fort en fait. Je vois pas pourquoi il y a une telle carte de mana cheat qui a été print dans le jeu et qui, même si pour l'instant c'est pas menaçant, hein, faut le rappeler, c'est la rota cette extension, donc les cartes vont rester 2 ans. C'est littéralement les cartes qui vont rester pendant le plus longtemps. Là, cette carte va voir 5 extensions arriver avant de rota. Il y a forcément dans ces 5 extensions à un moment une carte qui va coûter très cher et qui va être un gros power play, un gros finisher de hunt et qu'on va avoir envie de réduire en fait, et on la réduira avec Tolvir et ce sera trop puissant. Enfin, pour moi ce sera trop puissant. La carte n'est pas broken pour le moment, mais elle le deviendra très vite, hein, sans aucun doute. On continue avec Mage. Mage qui nous offre un set que moi j'apprécie beaucoup et que j'ai très hâte de tester. Et on va commencer par son colossal, le Vulcanos. Une 4/8 élémentaire pour 7 qui a colossal plus 2. À la fin de votre tour, inflige 2 points de dégâts à tous les autres serviteurs, y compris les serviteurs invoqués par Vulcanos. Mais il y a une raison à ça, c'est que les plumes de Vulcanos, qui sont les petites 1-4, donc les petites appendices, sont 1-4 et ont, à chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, vous récupérez un sort de feu aléatoire qui coûte 3 de moins. Enfin, il coûte 3 de moins. Donc c'est une 4-8 et 2-1-2 théoriquement qui inflige 2 points de dégâts à tout le monde. Alors niveau tempo, c'est catastrophique. Surtout qu'en fait les sorts de feu vous les récupérez à la fin du tour. Alors on a des bons sorts de feu. J'ai fait mes devoirs, j'ai sorti les petits sorts de feu. Donc c'est ok en vrai. On a quelques sorts qui sont pas très forts, genre sombre incinération, surchauffage, piège et explos. Mais sinon le reste c'est beaucoup de burst. Bon, Bosquet incandescent c'est pas du burst. Consomption on va perdre la carte. Tac, combustion spontanée on va perdre. On a quoi? On a geyser, on a 2 secrets qui sont pas du burst, mais derrière on a vent brûlant, on a boule de feu, on a portail d'éther de feu, on a éclair de feu éternel aussi qui est très fort. En paladin on a des cartes qui sont pas ouf. En prêtre on a un nouveau sort qui inflige 5 points de dégâts à un serviteur. On a braise ardente, ah non, père braise ardente pardon. Et sinon, bon, on a bombe fumigène, ça c'est pas très fort, ça c'est pas très fort. Braise crépitante c'est bien, coulée de lave c'est bien, souffle incendiaire c'est bien, vol du faucon c'est ok. Donc on a beaucoup de sorts qui sont... En fait, le pool de sorts est pas incroyable, le pool de sorts est moyen, le pool de sorts de feu. Mais voilà, est-ce que on se dit que
On récupérera 4 sorts minimum via ce colossal parce que c'est des 1-4 et en général votre adversaire les tuera, les deux petites 1-2 qui resteront, donc ça vous donnera 4 sorts en tout. Parfois ça pourra vous donner 5, parfois ça pourra vous donner plus, mais ça vous donnera très souvent 4 sorts. Est-ce que c'est suffisant d'avoir 4 sorts qui coûtent 3 de moins quand tu sais que tu perds plus ou moins ton T7 quoi, parce que tour 7 infliger 2 points de dégâts d'AOE ça va pas tuer le board adverse hein. Donc ça me paraît vraiment très très fragile. Si vous aviez les... En fait si c'était une AOE le Vulcanos ça serait très fort parce que une AOE pardon, si c'était un cri de guerre ce serait très fort parce que vous récupéreriez tout de suite les sorts et vous pourriez avoir vraiment des dingueries dessus. Mais vu que c'est du fin de tour, ça me paraît vraiment super faible quoi. Je vois pas quel deck a tour 7 un board qui se fait gérer par une AOE à 2. Et ben voilà, vous mangez des dégâts quoi, vous mangez des dégâts. Et puis si Vulcanos survit, c'est même pas si fort. Parce que si votre adversaire vous laisse Vulcanos en vie, c'est qu'il peut se permettre de le faire. Donc ouais, non, je sais pas. Ça me paraît un peu faible. En fait, il y a trop peu de burst dans les sorts de feu pour se dire que que ça peut être fort en fait. Même dans une optique de combo, dans une optique de dégâts des sorts qu'on verra juste après. Non, franchement, Vulcanos, je n'aime pas trop cette carte. Archimage Kalek, c'est une Archimage Kalek, c'est une 4-4 pour 4 qui en crit de garde donne plus 1 dégât des sorts à tous les sorts dans votre main et dans votre deck. Ça rentre typiquement dans cet archétype un peu dégâts des sorts, burst, un peu aussi tempo, on a certaines cartes de tempo. A noter qu'on perd la petite Naga 1-3 qui se buff en fonction à chaque fois que vous jouez un sort. Donc ça c'était vraiment une excellente carte qui aurait très bien marché dans ce deck et qui va partir donc on pourra plus la jouer. Mais ouais, Archimage Kalek ça buff tous vos sorts. Alors la carte est insane hein, en soi, elle est encore plus forte avec les cartes que je vais vous montrer qui arrivent dans ce set aussi. La question ça va être, voilà, est-ce qu'on joue peut-être un pool de serviteurs très réduit, on joue des cartes qui vont tuto des serviteurs, par exemple Xavius, des trucs comme ça. Est-ce qu'on peut vraiment aller tuto des serviteurs, aller bien piocher en match, je sais pas. Mais il faut essayer, je pense que voilà, ça se joue dans un archétype qui joue peu de créatures, mais qui a beaucoup de serviteurs et qui a des moyens de burst. La carte est auto-include hein, dans tous les decks qui jouent un peu burst parce que ça se drop sur 4. C'est une 4-4 pour 4 et ça vraiment vous donne un avantage considérable pour tout le reste de la partie si votre deck est build autour. Et votre deck sera build autour. Ensuite, on a le lanceur de sorts instable qui est un élémentaire de 5 pour 4 dégâts des sorts plus 1. Cri de guerre si vous avez infligé des dégâts avec un sort pendant ce tour, invoque une copie de ce serviteur. C'est bien d'avoir 2 dégâts des sorts plus 1 pour 4. Le problème c'est que ça coûte pas 4, ça coûte minimum 5 parce que vous devez avoir fait des dégâts avec un sort. Donc c'est à dire que vous devez ne pas profiter du dégât des sorts avant et ensuite une fois que vous l'aurez joué vous devez avoir la mana de jouer des sorts. Donc ça arrive quand même trop tard hein. C'est un peu late pour 2 dégâts des sorts. Je préfère jouer Talnos qui donne que 1 dégât des sorts mais qui coûte littéralement la moitié du coût et souvent plus. Donc il faut avoir infligé des dégâts avec un sort, donc c'est pas nécessairement au héros adverse, ça peut marcher avec le sort de mage à 1 qui revient, qui s'appelle la première flamme. Ça peut marcher très bien avec ça, honnêtement, c'est pas un problème. Le problème c'est le coût, hein. C'est vraiment le coût, le problème c'est beaucoup trop cher pour 2 dégâts des sorts. Sachant qu'on a un dragon en ce moment qui pour 5 mana donne plus 2 dégâts des sorts directement, donc en fait autant jouer directement le dragon, ça vous évitera d'avoir besoin d'un autre petit sort en plus. Et ça vous permettra d'accéder aux 2 dégâts des sorts pour 5 mana directement, sans être obligé de perdre un sort, du coup, qui ne bénéficiera pas du dégât des sorts. Donc je pense que si on envisage de jouer lanceur de sorts instable, on envisagera d'abord de jouer ce dragon 4-7 pour 5 qui a dégâts des sorts plus 2, qui est atroce, hein, c'est une très mauvaise carte. Mais voilà, franchement, lanceur de sorts, c'est vraiment pas une bonne carte, c'est super dur, c'est hyper anti-synergique avec lui-même en fait. Donc j'aime pas la carte, je pense qu'elle sera pas jouée, même dans un archétype spécialisé. Invocateur de pluie, 1-4 pour 2 élémentaires. La première fois que vous infligez des dégâts avec un sort à chaque tour, gagne plus 2 d'attaque. Quand à l'extension des icônes, la petite 1-4 du chaman était sortie, un 4 élémentaire qui se buffait à chaque fois que vous lui infligiez des dégâts avec un sort de nature, j'avais dit, cette carte sera forte parce que c'est une 1-4 pour 2, une 1-4 pour 2 ça ne se gère pas. Il se trouve que la carte n'a pas été forte parce que le power level est trop haut. Je pense qu'elle le sera à la suite de cette extension. On verra des decks shaman nature qui joueront cette petite créa. Et pour moi l'invocateur de pluie est une très bonne carte qui sera jouée dans des decks comme ça parce que c'est une 1-4 pour 2. Que si elle n'est pas gérée, elle devient une 3-4. Elle met déjà de la pression et elle sera jamais gérée. Hein. Une 1-4 pour 2 c'est pas géré, surtout si vous êtes sur le play.
Et elle synergise très bien avec plein de petits sorts de dégâts qu'on a dans cette extension pour mage. Donc franchement, Invocateur de pluie, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette carte, je pense que c'est juste une bonne carte. Vous avez un deck, vous allez build un deck qui vous permettra de mettre des dégâts avec des sorts à chaque tour. Donc en fait, il n'y a pas de raison de ne pas rentrer ça automatiquement dedans. Si vous êtes sur la coin, c'est un peu plus compliqué de la jouer. Vous pourrez la jouer T1 et utiliser par exemple T2 des petits sorts de gestion. Mais non, moi j'aime beaucoup cette carte, je pense fortement qu'elle sera jouée, ça permet de mettre de la bonne tempo, et dans un deck burst qui veut finir les games au dégâts des sorts, je pense que c'est très important de mettre des dégâts avant la fin de la game, pour descendre un max les PV de votre adversaire. C'est comme ça que moi j'appréhendais le Mage Arcwing aussi, c'est pour ça que je jouais l'arme 3-2 pour 3. Je pense qu'il faut descendre les PV de votre adversaire avant de le finir, et que ça vous permettra juste de gagner des games. Donc cette carte sera jouée, selon moi. Tempête de grêle, c'est un sort de givre pour 1 mana qui inflige 2 points de dégâts et 1 point de dégâts à un serviteur adverse aléatoire. Donc les 2 points de dégâts ils vont où vous voulez, ça peut être dans un autre serviteur. Si vous avez un serviteur en face qui a 2 PV, un serviteur qui a 1 PV, vous allez pouvoir gérer les deux pour 1 de mana, donc c'est très fort. C'est du burst, ça coûte 1, donc avec le spell damage ça marche extrêmement bien vu que ça coûte pas cher. En plus avec le spell damage ça va buffer et les dégâts que vous mettez avec vos 2 points de dégâts et le 1 point de dégâts qui montera à 2. Donc ça synergise avec une carte que je vous montrerai juste après. Non, franchement, Tempête de grêle, c'est une bonne carte. Ce sera joué dans cet archétype, c'est automatiquement un include aussi dans cet archétype. Flux arcanique, Scission. Donc Scission, je vais pas repasser en détail les défauts des cartes Scission, il faut avoir une curve basse. C'est une carte qui du coup a la partie gauche qui inflige 4 points de dégâts à n'importe qui, et la partie droite qui inflige 2 points de dégâts à chaque adversaire. Donc une fois qu'elles seront rejointes, vous infligerez 6 points de dégâts à un adversaire et 2 points de dégâts à tous les autres. C'est bien si vous arrivez à la rejoindre, c'est très bien, encore plus dans un archétype, spell damage. Et j'ai envie de dire, dans un archétype spell damage, même indépendamment les unes des autres, ces cartes seraient jouables. Parce que le problème d'un archétype spell damage, c'est que vos cartes de spell damage, à part Archimage, Monsieur Kalek, c'est Archimage, ouais. À part Archimage Kalek, vos spell damage, vous avez envie de les garder pour votre finish. Donc c'est un peu chiant si vous piochez un spell damage avant Flux Arcanique, parce que vous aurez rarement envie de jouer votre spell damage, de le slam juste pour avoir accès à votre Flux Arcanique. Donc ça peut être un peu relou, tous les decks qui veulent avoir des combos. Mais en fait, Flux Arcanique a 2 cartes qui sont décentes en fait. Infliger 4 points de dégâts pour 4, c'est faible, mais ça reste ok, ça peut être du dégât, ça peut être de la reach, ça peut aller mettre du burst, c'est pas trop mal. Et infliger 2 points de dégâts à tous les adversaires, y compris la tête pour 2, c'est une consècre à l'ancienne quoi. C'est pas horrible, en fait c'est mauvais mais c'est pas horrible, c'est moyen. Et en plus vu que vous jouez un deck avec du spell damage, vous pourrez synergiser avec ça même si vous les avez pas rejointes. Enfin rejointes, je sais même pas si ça se dit. Mais en tout cas, ce qui est sûr c'est que si vous avez les deux collés et que vous arrivez à faire du spell damage, un spell damage, ça met 5 points de dégâts à un adversaire et 3 points de dégâts à tous les adversaires. Donc ça met 8 points de dégâts à un adversaire et 3 à tous les autres. C'est super fort. Si vous arrivez à mettre Kalek et un autre spell damage, c'est encore plus fort. Donc je pense que cette carte est quand même jouable. Vous jouerez une curve basse. De toute façon, dans ce deck, on voit qu'il n'y a que des cartes qui ont une curve basse. Lui, on ne le jouera pas évidemment parce qu'il est très anti-synergique, lui, avec le flux arcanique en plus. Invocateur de pluie, ça marche très bien avec, ça coûte pas cher. Tempête de grêle, ça marche très bien avec, ça coûte pas cher. On a un sort qui est barrage des arcanes qui marche bien aussi avec le spell damage qui coûte pas cher. Donc franchement, flux arcanique, je pense que ce sera joué. Je pense que c'est très fort dans ce genre d'archétype. Ça synergise encore plus avec les cartes qu'on verra par la suite. Triomphe de Sindragosa, sort des arcanes, inflige 8 points de dégâts à un serviteur, réduit le coût d'une carte aléatoire dans votre main d'un montant égal à l'excédent de dégâts et ça coûte 5. Ça c'est nul, Ça réduit n'importe quelle carte. Du coup si vous voulez que ça touche une grosse carte, faut chatter. Ou alors faut avoir une curve super haute. Et je pense pas qu'on puisse se permettre d'avoir une curve super haute. Ça vise pas un sort, ça vise pas un serviteur. En fait ça vise rien. Donc si vous avez une carte à 1, vous pouvez pas jouer Triomphe de Sindragosa parce que vous allez juste avoir 8 dégâts pour 5 et c'est super faible. Aussi pour que la réduction soit efficace, il faut que vous ayez beaucoup d'excédents, parce que si vous avez 2 dégâts d'excédent, vous avez pas envie pour 5 mana détruire un serviteur et réduit de 2 une carte de votre main. C'est vraiment très faible. Donc non, il faut... En fait, pour que la carte soit fonctionnelle, il faut tuer un serviteur qui a peu de PV, donc souvent un serviteur qui n'est pas une grosse menace, donc un serviteur dont vous n'aurez pas besoin d'un sort à 5 pour le tuer. Et en plus, il faut que ça aille viser précisément une carte chère de votre main. Si ça visait un serviteur, ça pourrait être broken,
parce que ce serait du gros mana cheat, et le gros mana cheat on connaît à quel point c'est fort, mais le fait que ça vise une carte, ça vous oblige soit à avoir un deck building hyper lourd, ou soit la carte est juste injouable, quoi. Donc ça ne sera pas joué, c'est un sort des arcanes. Je sais même pas pourquoi elle est print, il n'y a pas vraiment de découverte de sorts. Si, pour les découvertes de sorts, ça réduit le pool la puissance des découvertes de sorts. Je pense que c'est à ça que sert la carte. Génie du sort, et ça marche encore très bien avec tout ce dont je vous parlais, avec le package spell damage, dégâts des sorts. Pour 10 mana, sort des arcanes, invoque un dragon 6-6, coûte 1 cristal de moins pour chaque point de dégâts que vous avez infligé avec des sorts pendant ce tour. Vous la voyez, la synergie spell damage. On a un sort dans le jeu qui s'appelle barrage des arcanes, je crois, qui inflige 3 points de dégâts à un adversaire et 2 points de dégâts à 2 autres adversaires aléatoires. Ça fait 7 points de dégâts en tout, et avec plus 1 de spell damage, bah, ça fera 10 en fait, parce que vous allez buffer les 3 projectiles que vous envoyez. Donc ça fera, sur 4 vous faites Kalek, sur 5 vous faites barrage des arcanes, double génie du sort si vous avez la sortie parfaite, et vous vous en sortez très bien. Vous avez 2-6-6 et une gestion de board. Non, la carte est très bien. Encore une fois, ça rentre bien avec le flux arcanique, tempête de grêle, parce que flux arcanique, vu que la carte coûtera 0, vous arriverez à, même si elle est au milieu de votre flux arcanique, vous arriverez à la jouer. Et au pire, vous ferez la OE du flux arcanique, votre adversaire a 4 créa, sort coûte 0. Donc non, franchement, j'aime bien la carte est vraiment très forte. Elle sera jouée. Elle sera jouée au moins pour la tester. En fait, ça va dépendre de si on arrive à faire des bonnes sorties, si on arrive à avoir de la pioche. Ça pourra être soit très douteux, soit vraiment très fort. Et moi, j'y crois en vrai. J'y crois. Mais voilà, si ça marche pas, ce sera vraiment très 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 douteux. Il y a un truc où je me posais la question, c'est est-ce que le flux arcanique, quand il est séparé, les 2 sorts sont boostés à plus 1 de dégâts des sorts, et est-ce que quand ils se rejoignent, ils sont encore boostés à plus 1 de dégâts des sorts, ou est-ce qu'ils sont boostés à plus 2, sachant qu'ils étaient tous les deux boostés de 1. Et s'ils sont boostés à plus 2, grâce à Kalek, du coup, ça fera pas inflige 4 et 2, ça fera inflige 6 et 4. Donc c'est une pyro en fait. C'est une pyro face et une AOE à 4. Si jamais ça marche comme ça, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et dans le cas où ça marche pas comme ça, en vrai, vous faites Kalek, ensuite vous faites Talnos Flux Arcanique, ça reste une Pyroface et une AOE à 4. Donc ça reste fort. Moi, franchement, j'aime beaucoup cet archétype. Je pense qu'il pourra très bien marcher. Et on a une 6-6 pour 0 en plus, donc ça rentrera bien. Et en fait, ce sera pas forcément une 6-6 pour 0. Ça pourra être par exemple avec Tempête de Grêle, si vous avez plus 1 dégât des sorts, vous infligez 3 puis 1, ça fait 5. Donc vous la réduisez déjà de 5. Et vous faites par exemple une petite Tempête de Grêle, plus un petit première flamme dont je parlais juste avant, qui est le sort qui inflige 2 points de dégâts et qui vous donne la deuxième flamme qui réinflige 2 points de dégâts pour 1. Bah en fait ça marche bien avec ça, tu vois, si vous mettez une première flamme avec un spell damage plus 1, plus la tempête de grêle avec un spell damage plus 1, vous avez un génie du sort qui coûte que 2, et en vrai pour 2 c'est pas très cher, et il suffit que vous ayez la deuxième flamme et il coûte 0. Donc en fait je pense que vous avez beaucoup de moyens de l'activer ce génie du sort. Le seul truc c'est est-ce que le tour où vous le jouerez sera suffisamment early pour que votre adversaire ait pas déjà un meilleur board, notamment contre chasseur, on en parle encore. Parce que si votre génie du sort vous arrivez à le choper sur tour 4 ou sur tour 5, peut-être qu'il y aura déjà des 6-6 et des 8-8 en chasseur. Donc ça dépend, c'est à voir, mais moi en tout cas j'aime bien la carte. Dragonnet de berceau de l'hiver, 1-2 pour 1 dragon. Cri de guerre découvre un sort coûtant 1 cristal de n'importe quelle classe. Ça rentre encore bien dans l'optique de scission, l'optique de gestion, un peu tempo early. Après la carte est pas insane, ça vous donne un sort à 1, donc encore une fois ça peut vous donner du spell des sorts qui infligent des dégâts, c'est de n'importe quelle classe, du coup ça peut vous trouver des sorts de mage, et les sorts de mage à 1 sont forts là actuellement. J'aime bien la carte, j'aime bien. Est-ce qu'on aura besoin de T1 en mage, je sais pas, mais moi je la vois bien dans cet archétype en fait. Je la vois bien juste se rajouter en tant que T1 tout simplement. En tant que T1 parce que bah voilà il nous faut une curve basse, il nous faut des T1 et ça c'est on n'a pas de meilleur T1 dans le jeu en mage ou en neutre. Enfin on a le Spellwing qui sera joué évidemment, mais vu qu'on perd la Naga 1-3, je pense que ça pourra la remplacer assez naturellement dans un deck mage. Non franchement cette carte est ok, elle est pas insane, elle sera peut-être pas jouée, mais je pense que si on n'a pas de meilleur T1 on pourra jouer ça. C'est une découverte en plus, donc ça vous donne un truc, ça marche bien avec le Storage Scuffle, qui encore une fois Storage Scuffle est un sort qui coûte 3, qui inflige 3 et qui coûte 0, donc il y a beaucoup de choses qui marchent ensemble en fait, donc j'aime beaucoup cette carte. En mage découverte, mage quête aussi, pourquoi pas. Même si bon, c'est injouable après la quête en fait. Et en général, les trucs injouables après la quête, c'est un peu dommage. Mais non, j'aime bien cette carte, je la jouerai dans cet archétype, je la testerai. Et enfin, spécialiste en invocation, 3-4 pour 3, cri de guerre, choisissez un sort dans votre main, le divise en 2 sorts aléatoires du même coup, c'est
horrible. Ça n'a aucun intérêt, c'est super faible. Vous enlevez une bonne carte qui synergise avec votre deck pour avoir 2 cartes qui synergisent pas avec votre deck. Il y a peut-être des potentiels de high roll. Parfois vous découvrirez cette créa et ce sera marrant. Mais sinon la carte est absolument injouable. Et on va finir cette petite vidéo sur le paladin qui a un espèce de package fin de tour qu'on va voir est assez intéressant en vrai pour une carte du package. Mais on va commencer avec Chromatus, donc qui est le colossal plus 4, qui est une 8-8, plus 8-8 pour 8, avec 4 appendices du coup, qui a provocation, vol de vie, insaisissable et bouclier divin. Et elle va invoquer 4 appendices qui auront chacun un de ces mots-clés. Ici on voit la tête verte de Chromatus qui a taunt. Et en râle d'agonie, chacun de ces appendices enlèvera à Chromatus le mot-clé qui lui est associé. C'est-à-dire que là, voilà, on a la tête verte qui a taunt et qui en râle d'agonie enlève taunt à Chromatus. Ce qui veut dire que une fois que vous aurez tué cette tête de Chromatus, Chromatus n'aura plus que vol de vie, insaisissable, bouclier divin, il n'aura plus provocation. Fondamentalement, c'est une 8-8 et 4-2-3 pour 8 avec du taunt. Alors, c'est pas des énormes taunts, il n'y aura qu'une 2-3 taunts du coup. Mais en fait, c'est pas inintéressant. Ça manque de rush quand même. Hein. Ça manque d'une petite tête qui a rush. Éventuellement à la place d'insaisissable, quelque chose comme ça. Parce que voilà, là on n'a pas trop d'interaction. On se soigne pas tout de suite. C'est pas dit qu'on se soigne beaucoup. Parce qu'il suffit que la tête taunt et la tête vol de vie se fasse détruire et Chromatus soignera plus. Mais voilà, c'est une grosse pile de stats. C'est chiant à gérer. Parce que Chromatus, c'est souvent la dernière qu'on gère, donc c'est vraiment pas facile à gérer. Pour lui enlever le bouclier divin, par exemple, soit vous lui enlevez directement, ou soit vous devez taper dans le bouclier divin de la tête de 3 qui a bouclier divin et tuer la tête de 3 qui a bouclier divin. Donc c'est une pile de stats qui est assez chiante. Ça va dépendre de la méta, ça va dépendre de si on arrive à poser ça sur 8, parce que ça n'a pas des masses d'interaction sur le board en réalité. Mais ouais, sinon c'est plutôt pas mal en vrai. En général, les grosses piles de stats comme ça, j'aime pas trop. Mais c'est pas trop mal. C'est très sensible aux AOE, cela dit, hein, notamment l'AOE du DK, l'AOE du War, l'AOE du War surtout. Bon, quoique il y a des boucliers divins, donc ça peut s'en sortir. L'AOE du Démo, c'est bien aussi contre ça. Mais voilà, je me dis ça peut être chiant à gérer. Et si dans un deck qui arrive à prendre le board, ça peut être vraiment un finisher. Hein. Sur le tour 8, vous slammez ça et votre adversaire il revient jamais. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, franchement, la carte, à voir, faut tester. Ensuite, manœuvres aériennes, donc c'est encore un sort de scission, on a encore le même problème, il faut une curve basse dans le deck. La partie gauche invoque 2 Drake 4-2, donc c'est très nul hein, pour 4 mana. Et la partie droite donne plus 1-1 et bouclier divin à vos serviteurs, c'est aussi très nul pour 4 mana. Là on a une carte scission qui, contrairement aux autres qu'on a vues, celle du chasseur, piocher 3 ça peut être ok, celle du mage, les deux effets peuvent être ok, surtout dans un deck dégâts des sorts. Ça c'est de la merde. Pour le coup, c'est de la vraie merde. Les deux cartes, indépendamment les unes des autres, sont très mauvaises. 2 Drake 4-2 pour 4, c'est hyper facile à clear. Et +1/+1 et bouclier divin à tous vos serviteurs pour 4 mana, c'est super nul. Donc cette carte n'a d'intérêt que si elle n'est pas scindée. Ce qui lui enlève énormément de flexibilité en réalité. Hein. Ça lui enlève beaucoup de flexibilité. Et ça fait qu'elle ne pourra être jouée que dans un deck avec une curve très basse. Là, c'est même pas une curve basse. Je pense qu'on peut... la top curve doit être 4 mana. On doit top curve à 4 mana. Et on doit avoir genre un autre T4. On peut pas se permettre d'avoir 2 autres T4, je pense, si on veut faire un deck qui fonctionne avec cette carte. Donc, le seul deck en paladin qui a une top curve à 4 mana, c'est Paladin Token. Il faut que Paladin Token fonctionne. Le problème, c'est qu'on a perdu nos 2 buffs. On a perdu Aura des Croisés qui rota dans le corset. Et on a perdu le buff... qui donnait qui invoquait l'ennui au tronc et qui donnait +1/+1 à tous les serviteurs. Donc c'est quand même dur hein, de voir un Paladin Token. En plus on perd la Wisp qui marche bien dans Paladin Token. Donc ouais, ça me paraît un petit peu bizarre. Le spot de cette carte est vraiment très étrange. C'est une bonne carte qui dans le futur servira à faire du Paladin Token. Parce qu'on perd aussi la 3-2 qui donne +1/+1 aux serviteurs à 1 d'attaque. Donc ouais, on perd vraiment nos outs de Paladin Token. Donc pour le moment je pense que c'est pas jouable. Mais un jour elle sera jouable. En fait, une fois qu'elle est plus scindée, cette carte elle est quand même très forte. Hein. C'est 2 dragons 5-3 bouclier divin. Et +1/+1 bouclier divin à tous vos autres serviteurs. C'est quand même vachement puissant. Si on arrive à la curver sur 4 avec un minimum de board, même une ou deux créas, la carte peut être broken. Donc ça va dépendre. Il nous faut des petites créas qui marchent bien en token. Wisp c'est vraiment chiant que Wisp soit plus dans le jeu aujourd'hui. Parce que ça aurait très bien fonctionné avec cette carte.
Mais ouais, pour l'instant, je pense que c'est pas jouable, mais ça pourra le devenir. C'est vraiment une carte à surveiller pour un paladin token qui arrivera certainement un jour. Chambre des aspects, un lieu à 2 mana qui a 2 utilisations, vous choisissez un serviteur de votre main et lui donnez +2/+2. Alors vous choisissez la créature, hein, donc c'est du handbuff ciblé. On verra dans ce set, il y a une carte qui peut bénéficier de ce handbuff, qui n'est pas une très bonne carte. C'est pas fort, vous perdez 2 mana, vous perdez votre tour 2. Si vous avez un bon tour 3 à buffer, pourquoi pas. Mais c'est pas trop c'est pas trop ce qui se passe en paladin en ce moment. Ouais, je sais pas, j'aime pas la carte. On verra plus tard, il y a une carte qui peut synergiser bien avec ça, mais avec une seule synergie en buff, on peut pas, cette carte ne sera pas jouable. C'est un mauvais lieu, c'est pas très fort. 3 utilisations à la limite, mais 2 utilisations c'est trop peu en plus. Triomphe de Gelbin, c'est un sort à 1 qui dit que vous obtenez une aura de paladin aléatoire, elle dure un tour supplémentaire. Alors, pour moi ça c'est très effrayant, parce que en fait, on se rend vite compte quand on regarde les auras qu'on a en paladin aujourd'hui, qu'on a aura de sauvetage qui rota, aura céleste qui rota, aura d'artisanat qui rota, aura des croisés qui rota. Les auras de Galbin bien sûr ne peuvent pas être comptées dans ce sort. Donc il nous reste 3 auras en fait dans le jeu. Et les auras c'est aura de résistance, aura d'accélération, aura chronologique, aura furie des sables dont on parlera après. Et en fait ces 3 auras sont monstrueuses avec un tour de plus. Genre T1 Triomphe de Galbin, on a 2 auras à 2, on a une chance sur 2 littéralement d'avoir un T2 dessus. Et aura d'accélération c'est absolument broken, qui dure 4 tours. Aura de résistance c'est absolument broken, qui dure 3 tours. C'est à dire que pendant 3 tours votre adversaire ne joue pas de sort, hein. Parce que sur le tour 2, 3 et 4 avoir des sorts qui coûtent 1 de plus, ça fait que vous en jouez genre 1. Et par exemple Mage, qu'on a vu juste avant, qui joue beaucoup de sorts, ne peut pas. En fait, ça counter complètement Mage d'avoir le 1 sur 4. Et même aura chronologique, avoir 4, 3, 5 tonnes pour 5, c'est pas mal, hein. C'est pas trop mal, ça peut se jouer en fait. Je trouve cette carte assez, hyper forte, vu le pool de cartes hyper réduit qu'on a. Et on a aura Furie des Sables aussi qui synergise avec ce qu'on verra par la suite. Et je pense que Triomphe de Galbin peut être joué, et ça ce sera la boule noire en fait. Sauf si vous jouez un deck effet de fin de tour, ce sera un peu la boule noire à choper, mais les 3 autres sont vraiment insane en fait. Je pense que la carte vaut le coup juste pour ces 3 là, même si vous serez parfois deck d'avoir Aura Furie des Sables, et que je pense qu'il faudra quand même jouer un peu autour de Aura Furie des Sables dans votre deck building, parce que avoir une chance sur 4 d'avoir de la merde, bon ça reste une carte à 1, donc c'est pas très engageant de la mettre, mais bon c'est un peu relou quoi. Aura Furie des Sables, on en parlait justement, c'est une aura, donc sort de sacré pour 3, les effets de fin de tour de vos serviteurs se déclenchent 2 fois et ça dure 3 tours. C'est bien avec des serviteurs qui ont des bons effets de fin de tour. Je vais très vite passer sur cette carte, hein, parce qu'évidemment il faut voir la suite du set. Donc c'est cool, ça se set up, ça dure 3 tours, ça veut dire que c'est le tour où vous le jouez, elle a son effet, et 2 tours d'après. Donc c'est un setup qui peut durer un peu longtemps, donc c'est assez cool selon les effets de fin de tour. Mais voilà, c'est une carte qui est bien, et vous pouvez du coup la choper sur le Triomphe de Galbin qui durera 4 tours. C'est fort, hein, de durer 4 tours. Si vous avez un deck qui synergise, si vous avez un deck avec des effets de fin de tour, Triomphe de Galbin est un auto-include, parce que les 4 auras qui sont dans le jeu sont broken pour l'instant. Si vous jouez pas d'effets de fin de tour, peut-être le Triomphe de Galbin est un peu moins fort, parce que vous pouvez toucher cette boule noire. Mais voilà, sinon c'est une bonne carte, évidemment. Maillet inspirant, une arme 2/2 pour 2, râle d'agonie, déclenche l'effet de fin de tour d'un serviteur allié aléatoire. Donc ça fonctionne avec l'aura de Furie des Sables. A noter bien sûr que ces 2 auras fonctionnent sur les effets de fin de tour de vos serviteurs, évidemment, pas de vos auras, en fait, sinon ce serait beaucoup trop fort. Et voilà, ça active l'effet de fin de tour d'un serviteur, ça synergise, hein. Si vous avez l'aura de Furie des Sables et que vous cassez votre maillet inspirant, vous allez activer 2 fois l'effet de fin de tour d'un serviteur. Maintenant, il nous reste 4 serviteurs avec un effet de fin de tour à passer. Je vais les passer en revue, expliquer leurs défauts et leurs faiblesses, et après je parlerai du set en tant que tel. Ils sont dans l'ordre du moins fort au plus fort, à mon avis. Fonctionnaire pique-cœur, à la fin de votre tour, donc c'est une 3/4 pour 4 dragons, à la fin de votre tour vous obtenez un sort du sacré aléatoire réduit son coût de 3 cristaux. Le problème c'est que les sorts du sacré coûtent déjà pas cher, donc réduire de 3 c'est un peu anecdotique, réduire de 2 ce serait suffisant. Si elle était par exemple 2/3 pour 3 et qu'elle réduisait de 2, ce serait je pense plus fort, parce qu'on la jouerait plus tôt, et réduire de 2 c'est mieux. Là l'idée c'est que ça se met un peu dans la curve, mais la carte est bien entendu beaucoup trop faible. Le body est faible, l'effet est pas ouf, et ça vous demande d'avoir la curve pour que ce soit un tantinet jouable. Évidemment, on peut pas
C'est ok, ça peut être un deck de curve, mais on pourra pas jouer cette carte. Nosdormu, aspect bronze, 4-4 pour 5, pas de type. À la fin de votre tour, confère bouclier divin à vos serviteurs, y compris Nosdormu. Ceux qui en avaient déjà un gagnent +3/+3 à la place. Donc en gros, Nosdormu, si vous activez 2 fois son effet de fin de tour, il va donner il va donner bouclier divin à tout le monde et +3/+3 juste après. Donc lui-même va être une 7-7 bouclier divin. Encore une fois, hein, ça marche avec Maillet et Aura. Le truc, c'est que si vous avez la curve Maillet into Aura into pièce Nosdormu, bah vous n'avez pas de board. Et si vous n'avez pas de board, bah ça sert à rien. Pour qu'elle soit forte, elle requiert un setup au moins d'Aura ou de Maillet. Et si vous faites un setup d'Aura et de Maillet, c'est dur d'avoir le board, quoi. Donc en fait, c'est un peu anti-synergique avec soi-même. Enfin, le set est un peu bizarre. Vous aurez rarement le board si vous avez le temps de vous setup. Et vous aurez rarement le temps de vous setup si vous prenez le board. Donc en fait, si vous prenez le board, souvent vous allez drop Nosdormu juste pour donner bouclier divin. Et votre adversaire va le clear juste après. Donc pas ouf. Rédemptrice bronze, c'était ça la carte, hein, qui pouvait fonctionner avec le hand buff. 3-3 pour 5, pas de type encore une fois. À la fin de votre tour, invoque un dragon avec des caractéristiques égales à celles de ce serviteur. Ok, si vous l'avez buffé de +2/+2, vous avez joué votre lieu sur 2, donc c'est un tour de setup. Vous avez besoin d'avoir setup un marteau ou une aura, donc c'est encore du setup. Et derrière, vous invoquerez des 2 ou 3-3-3 ou 2 ou 3-5-5. Ça demande beaucoup de setup pour un tour qui est pas insane. Tour 5, invoquer 3-5-5, c'est pas énorme, sachant que c'est très facile à clear. Elle a pas bouclier divin, elle invoque pas des 5-5 avec taunt. Donc en fait, c'est super facile d'aller la chercher direct en fait. Et il faudrait qu'il y ait un mot-clé quelque part. Il faudrait qu'il y ait un mot-clé dans le texte de cette carte. Au moins que les dragons invoqués et taunt. Au moins qu'elle ait bouclier divin, qu'elle est insaisissable à la limite. Il faudrait un mot-clé pour que cette carte soit ok. Là, pour le coup, elle est vraiment pas incroyable. En 3-3, elle est absolument inutile. Et même buffée, elle devient pas ouf. Donc évidemment, si vous avez réussi à jouer un Nosdormu au tour d'avant, du coup vous donnez bouclier divin à tout le monde, pourquoi pas. Mais en fait, le setup demandé est tellement difficile. Ça demande tellement beaucoup de tours de setup. Et en fait, si vous les avez pas, bah juste les cartes seules ne servent à rien. Les cartes seules sont super faibles. Et je pense que ce sera un problème dans une méta tempo. Dans une méta tempo, même contre contrôle, je pense que c'est faible parce que contrôle va gérer votre board. Mais dans une méta tempo, si vous n'arrivez pas à prendre le board, ce deck est absolument horrible. Parce que toutes les cartes sont censées synergiser les unes avec les autres. Mais le problème, c'est que en fait, bah c'est pas suffisant. Il faut en plus de synergiser les unes entre les autres, qu'elles synergisent avec un board déjà en place en fait. Sinon, ça sert à rien. Et là, je trouve que ça sert à rien et que cette carte ne sera pas jouable. Et la dernière, c'est le rempart brise-écaille. À la fin de votre tour, inflige 2 points de dégâts à chaque adversaire. C'est une 3-6 pour 6. Là, c'est fort. Ça, c'est fort parce que ça synergise vraiment très bien avec le maillet inspirant. Ça synergise très bien avec l'aura furie des sables. Ça va taper la tête aussi. Donc, ça fait 2 dégâts face et 2 dégâts à tout le board. Et là, c'est puissant. Pour le coup, le setup, il est beaucoup moins engageant. Si on arrive à setup aura et maillet, derrière, on a juste à jouer le rempart brise-écaille et on en verra 8 face et 8 sur le board. Sachant que c'est par salve de 2, donc ça pète les boucliers divins, ça pète les rip-hop, ça pète tout. Waouh, là pour le coup, c'est une excellente carte. Ça ressemble beaucoup au. Je sais plus comment il s'appelait, le bédouin assoiffé, là j'ai oublié le nom de la carte. La carte Overheal en prêtre qui faisait qu'à chaque Overheal, elle infligeait 2 points de dégâts à tous les adversaires. Là pour le coup, la carte me plaît. Et là, pour le coup, je pense que ça pourra être joué. Le problème, c'est le reste du set, quoi. Le reste du set, en fin de tour, il est tellement mauvais que j'ai un peu du mal à l'avoir. On peut avoir une synergie Nosdormu Rédemptrice avec si vous jouez Nosdormu avant et que vous avez double effet de fin de tour, par exemple. Nosdormu va d'abord activer ses 2 effets de fin de tour, donc donner bouclier divin et 3-3 à tout votre board. Et ensuite, la Rédemptrice va s'activer. Du coup, au lieu d'invoquer des 5-5... au lieu d'invoquer des 3-3, vous invoquerez des 6-6. Mais en vrai, dans ce cas, autant faire Rédemptrice d'abord. Comme ça, vous invoquerez des 3-3. Et ensuite, vous les bufferez avec +3/+3 et bouclier divin. Donc, du coup, vous aurez quand même des 6-6, mais bouclier divin. Le seul truc, c'est que Rédemptrice bronze à slam sur 4 ou sur 5, elle meurt, quoi. Enfin, en fait, le problème de cette carte, c'est que quand vous allez la jouer, elle va tout le temps mourir. Je vois pas un seul monde où elle survit, où votre adversaire la laisse en vie, sachant qu'elle n'a aucun mot-clé encore. Je me répète, hein, mais pour moi, c'est une dinguerie qu'elle ait aucun mot-clé. Elle devrait coûter 4 cette carte, à la rigueur. Mais ouais, ce set est bizarre, quoi. Lui, il fait pas grand chose. En lui-même, il est assez faible et vous avez jamais envie de claquer vos maillets ou vos tours d'aura furie des sables pour ça. Lui, il requiert du board et si vous avez fait un setup. En fait, lui, il requiert du board et un setup. Et vous pouvez jamais faire du board et un setup dans la même game. Lui, il requiert un mot-clé pour pouvoir survivre. Et le mot-clé, vous pouvez pas le donner sans un Nosdormu ou sans quelque chose d'autre.
Et lui, il est très fort. En fait, ce set est vraiment très bizarre. Faudra voir si on arrive à faire quelque chose peut-être avec les cartes déjà existantes. Je sais pas si on a d'autres effets de fin de tour. Ça pourrait marcher peut-être avec un Drake ronceux éventuellement. Avec Drake ronceux, pourquoi pas. Il y aurait des combos qui pourraient. J'y pense maintenant, mais il y aurait des combos qui pourraient marcher. On buff le Drake ronceux avec Chambre des Aspects. Donc il a combien? Il a 4, 17, 16 d'attaque par exemple. Il est 16-11. Et on l'invoque avec le maillet. Du coup, on le fait taper. On le fait taper 2 fois avec l'aura furie des sables et tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait marcher, ce serait marrant. Mais en attendant, enfin, ce set est horrible en fait. Ce set est horrible et ça demande peut-être de trouver une autre carte que j'ai pas en tête là qui pourrait marcher avec ce set. Parce que sinon, je pense qu'il ne sera bien évidemment pas jouable. Ce qui me fait de la peine un peu parce que le set a l'air marrant. C'est juste dommage que les cartes entre elles soient juste toutes trop faibles en fait. Nosdormu devrait coûter 4 à la limite. Un Nosdormu à 4, une Rédemptrice à 4. Il devrait y avoir une carte qui prend une réduction d'au moins 1 mana. Pardon, ça c'est les neutres. Une carte qui prend une réduction d'au moins 1 mana. Parce que sinon, ouais, le set de setup, le maillet et l'aura sont des bonnes cartes hein, en soi. Mais ouais, c'est vraiment les serviteurs là qui me font un peu de la peine et que je trouve un peu faibles. Mais voilà, faudra tester, faudra voir. Si ça se trouve, je dis de la merde. Mais moi, je pense vraiment que cet archétype sera très difficile à jouer. Et bien voilà, ce sera tout pour cette review de ces 3 classes. Cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude. J'ai essayé de faire un peu rapidement. J'ai pris 3 classes sur lesquelles j'avais pas des masses de choses à dire. J'aurais peut-être dû prendre prêtre à la place de chasseur. Parce que chasseur, j'avais des choses à dire. Mais j'avais vraiment envie de parler de chasseur maintenant. Parce que bah, j'en parle depuis le début en fait. Et il fallait que cette vidéo sorte avant la dernière. Pour que vous compreniez un peu à quoi je me réfère quand je parle de chasseur, même si je me suis pas gêné d'en parler dans les 3 précédentes vidéos alors que je vous en avais pas parlé ici, mais aussi vu que je fais mes vidéos de review tard, déjà pour avoir un avis plus étayé et pour avoir recueilli l'avis des autres, je pense que vous connaissez déjà les cartes et donc vous avez compris quand je parlais de chasseur dans les autres vidéos. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, à me dire ce que vous en pensez, si j'ai dit de la merde, si vous avez des choses à rajouter sur ces vidéos. Évidemment, je lis tous les commentaires. Je le redis, je l'ai dit en début de vidéo, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, sur YouTube, sur Discord. C'est gratuit hein, d'être là, de participer. Et sur ce, bah, moi je vais vous souhaiter une excellente fin de journée, excellente soirée, et à la prochaine. Salut, salut!